Aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Chantal Durivage. Elle évolue dans l'industrie de la mode depuis près de 25 ans. On a eu la chance de parler de son parcours, de l'évolution de l'industrie de la mode ainsi que du consommateur. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Chantal. Salut Elfie. Hey, merci d'être là aujourd'hui. Oh, ça me fait tellement plaisir, vraiment. Bien, moi, je suis super contente que tu sois là. Je sais qu'en plus, tu dois être hyper occupée parce qu'on est aujourd'hui le 16 août. C'est une semaine à peu près jour pour jour avant le gros festival, anciennement Mode et Design, qui est maintenant le festival MAD. Absolument. Que tu as initié il y a 25 ans? Il y a 23 ans. J'avais 4 ans. 4? C'est ça. Mais c'est impressionnant. Félicitations pour ça. Merci, c'est gentil. Nous, on a eu la chance de se voir à quelques reprises. On ne se connaît pas nécessairement depuis longtemps, mais ça a été des belles rencontres, pleines d'énergie, coup de cœur. Tu es une personne hyper allumée, hyper créative, je te dirais. Ça apparaît de tout ton être. Tu as le festival Mode et Design qui est maintenant MAD, qui existe depuis 25 ans, mais avant ça, je pense que tu étais aussi dans les arts sur toutes leurs formes. Peux-tu me dire un peu ce qui t'a amené à cette création-là, qui est le festival MAD? Mais ton parcours avant, c'est quoi? Bien, en fait, j'ai toujours suivi mes passions. Fait que j'ai fait une maîtrise en théorie histoire de l'art. Et à la sortie de ça, je cherchais un boulot. J'ai travaillé pour un agent d'artiste. À un moment donné, je lui ai proposé d'acheter des parts dans son entreprise, puis il m'a trouvé bien cute à 23 ans. Ah, c'était pas vrai, 4 ans, là. Non. Et donc, il m'a présenté à un producteur en cinéma, Roger Frappier. OK. Fait que j'ai travaillé pour Roger pendant un moment. Ensuite, j'avais fait un peu le tour, donc je suis allée à la rencontre de Anna Lecta, qui produisait la musique sur les films de Roger. Fait que c'était une multitude d'accidents comme ça sur mon parcours, mais j'ai toujours écouté ma passion. Fait qu'on me proposait des choses, puis j'y allais à pieds joints. Fait que chez Anna Lecta, en fait, j'ai produit de la musique classique. Ensuite, il a signé Daniel Lemire, donc j'ai produit les tournées de Daniel Lemire. Et j'ai rencontré Jean-François Davio, qui est mon associé, qui est aussi mon 360 dans la vie, là, en dehors des heures du travail. Et on marchait ensemble. Lui, à l'époque, il était à la Caisse de dépôt, Cirque du Soleil. Puis on cherchait à partir une entreprise. Puis c'était le Grand Prix de Montréal. Puis on s'est dit, il me semble que ça serait le fun de proposer des produits locaux pendant qu'il y a tous ces gens-là de l'international qui viennent à Montréal puis qui veulent partir avec une saveur locale. On s'est dit, il faut leur démontrer, leur proposer ce qu'on a. Et donc, la mode est venue tout de suite comme médium d'expression. Et là, on a fait nos devoirs. Fait que là, j'ai rencontré tous les acteurs du milieu, etc. On a appelé le meilleur DA en mode de l'époque. Puis on a aussi, il fallait financer ça. Fait qu'on a fait un cold call à Jaguar en Angleterre qui venait de lancer une écurie de Formule 1. Puis on a dit, on a une super idée pour vous. Fait qu'ils nous ont convoqués à New York. On a pris l'autobus pour aller là. On était cassés parce qu'on venait de lancer notre business. Puis une fois qu'on était là, il y avait, dans le fond, toute l'écurie Jaguar internationale. Fait que c'était Hewlett-Packard, AT&T, Michelin, Jaguar. Ils nous ont demandé « So, how was your flight? » On a dit « C'est very well, thank you. » On leur a vendu d'être partenaires, dans le fond, du festival, puis on n'avait rien réalisé là, à ce jour, mais ils ont cru en nous. Puis ils ont embarqué dans cette aventure-là, and the rest is history. Fait que voilà l'histoire de notre parcours. Fait que votre sales pitch devait être assez fort là, pour aller générer cet intérêt-là, puis... Ouais. Bien, la passion a toujours été là, Elfie, tu sais. Puis Jean-François, lui, qui arrivait aussi de la caisse, tout ça, il y avait eu quand même beaucoup de réflexions au niveau du secteur, au niveau de où en était la mode, la possibilité de rayonnement, de positionnement. Puis Jaguar voulait aussi rajeunir sa marque. Fait que c'était comme vraiment un donnant-donnant entre cette entreprise-là internationale puis les créateurs. Ça a permis tout de suite de positionner notre mode très haut de gamme, avec une marque internationale extrêmement reconnue. C'était vraiment un beau donnant-donnant déjà dès le départ, puis ça a été un succès dès le jour 1, en fait, au-deçà de nos attentes, puis ça a créé aussi, je veux dire, on
on n'avait pas beaucoup de moyens malgré tout, là, pour l'envergure. Fait que c'est ça, ça a été rempli de belles histoires et de beaux défis. Fait que ça, c'est il y a 23 ans 23 à peu près. Ouais. Puis, est-ce que vous étiez juste deux à cette époque-là? Vous avez rapidement grossi parce que, tu sais, en 23 ans, c'est plus ça. Ben, on avait beaucoup de pigistes à l'époque aussi, puis beaucoup d'amis qui ont contribué à l'époque. Mais aujourd'hui, en fait, on est rendu une équipe de 32. Puis oui, ça a évolué beaucoup, ça a grandi. On a toujours été obligés d'évoluer aussi avec le milieu, avec le secteur lui-même et aussi avec le consommateur qui change et toute dans le fond, dans la société dans laquelle on vit. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de médias sociaux, là. C'était en 1999, sauf Vintage. La grosse affaire, c'était d'avoir un site web, là. Oui, c'est vrai. Fait que la mode, à l'époque, c'était vraiment pour les privilégiés, pour les acheteurs, les médias, tu sais, c'était un public select. Fait que quand tu présentais aux consommateurs, c'était de bas quartier, là, c'était sans intérêt, là. Jusqu'à ce que, justement, l'arrivée des médias sociaux, on crée un nouveau paradigme, dans le fond, pour la mode, c'est que tout le modèle d'affaires a changé de base. C'est-à-dire que c'était plus les dictats des agences de tendance qui disent cette année, c'est le bleu. Là, c'est en fait, l'industrie est obligée d'être à l'écoute du consommateur, puis qui a beaucoup plus raison aujourd'hui qu'il avait raison à l'époque. Fait que, donc, ça nous a donné un peu raison aussi parce que nous, on a toujours cru aux consommateurs. Dans le fond, notre mantra, il venait de Chanel qui dit « Il n'y a pas de mode si elle ne descend pas dans la rue, tu sais. » Fait que nous, on y a toujours cru, on s'est toujours dit, dans le fond, la mode, c'est une forme d'expression. Tout le monde s'habille à tous les jours et tout le monde a raison, dans le fond. Tout le monde a quelque chose à dire. Tu sais, aujourd'hui, tu as probablement pensé à ce que tu portes. Moi, j'y ai pensé. Puis même quand on n'y pense pas, on y pense. Ça raconte quelque chose. Ça raconte que tu y penses pas, puis ça fait pas partie de tes... tu penses pas beaucoup. Ben, c'est pas là-dedans que tu t'exprimes. Il y en a même, c'est des uniformes, le jeans, puis le T-shirt blanc, puis c'est comme ça. Fait que on l'a toujours pris d'une façon sociologique. On s'est toujours dit que, dans le fond, la société parle à travers sa façon de s'habiller. Même qu'avec le temps, ça devient un costume. C'est vrai. Fait que, tu vois-tu la passion que j'ai pour le milieu? Ben oui, tout à fait. Puis là, dans le fond, le Festival Mode et Design, qui est maintenant MAD, c'est l'événement le plus gros, je pense, de ton organisation, qui était anciennement Groupe Sensation Mode. Exact. Et là, depuis l'année passée, c'est MAD Collectif. Exact. OK? Fait que explique-moi, tu sais, qu'est-ce qui est dans ce beau regroupement-là, puis ce changement de nom-là, ça m'intéresse qu'on en discute aussi. Fait que 2 questions pour toi. Avec plaisir. Bien, déjà, Groupe Sensation Mode, on se sentait coincé un peu dans une boîte. Okay. Parce que la mode, maintenant, elle s'exprime dans notre culture à nous, puis notre vision sociologique de la chose. La mode s'inscrit partout. Elle s'inscrit dans la danse, elle s'inscrit dans la musique, dans le cinéma, dans les arts de la scène. Elle est partout, elle s'inscrit dans le quotidien. Puis quand on disait le mot mode exclusivement, beaucoup de personnes se disaient « J'aime vraiment ça, mais tu sais, c'est pas pour moi, c'est pour l'élite. » c'est lourd de sens et de définition, le mot mode. C'est vrai. Puis tout de suite, les gens se sentaient moins concernés. C'est pas un mot démocratique. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, mais t'as raison. Ouais. Fait qu'on sentait qu'on perdait plein de gens qui, à quelque part, se sentent concernés par ça, mais se sentent exclus. Okay. Puis en faisant un festival ouvert à tous, où il y a une conversation autour de l'expression de soi, les éléments vestimentaires, puis que maintenant, la mode, elle est partout, bien, Festival Mode et Design ou Groupe Sensation Mode, c'était très, très ancré dans une boîte. Et aussi, on s'adresse maintenant, notre changement de brand, il vient aussi avec toute une redéfinition au niveau de notre clientèle qui est maintenant les 18-34. C'est vraiment notre cible, la next gen. Pourquoi? Parce que
Ben c'est un public qui s'en vient très rapidement, c'est un consommateur qui s'en vient très rapidement, puis qui, pour nous, est captivant. Fait que c'est pas de perdre notre clientèle passée parce qu'on a plein de fidèles qui nous suivent, puis on continue à les alimenter via d'autres types de contenus. Puis moi, je suis pas 18-34, fait qu'il faut aussi avoir 18-34 dans notre tête. Tu sais, c'est pas limitatif à un âge, là, ça exprime une espèce de façon de voir la vie. Mais on souhaitait donc parler de façon plus pertinente à cette jeune clientèle-là qui s'en vient. Fait qu'on a vraiment réfléchi beaucoup, beaucoup. Puis MAD, dans le fond, c'est un acronyme. Donc, c'est mode, art et divertissement. Okay. Donc, c'est vraiment ça qu'on avait à dire. C'est la mode qui transcende, dans le fond, son milieu lui-même, puis qui se situe autant dans le divertissement que dans toutes les formes d'art. Fait que, voilà, tu sais, on regarde que ce soit Beyoncé, que ce soit Loud ici au Québec, que ce soit Marie-Mé, que ce soit notre cinéma, la mode, elle est partout. Puis cette réceptivité-là, est-ce que ça a-tu été difficile de procéder à ça? Parce que, tu sais, 25 ans, tu traînes 25 ans de marque avec toi aussi. Absolument. Bien, c'était un énorme vertige pour nous. Et écoute, c'est dans toutes les bouches. Donc, c'est émouvant de voir à quel point les gens l'ont embrassé. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on a plusieurs entités, comme tu disais, dans le collectif. On a le festival MAD, on a le MAD Shop qu'on lance dans le cadre du festival, et on a le collectif MAD. Donc, c'est sûr qu'on voulait aussi qu'il y ait une meilleure convergence dans toutes les entreprises. C'est-à-dire que si on a le même, le même appel, les gens vont comprendre qu'un est la petite sœur de l'autre et la petite sœur de l'autre et tout ça. Fait que ça renforce chacune des intentions de chacun des moyens ou chacune des actions des marques. Fait que ça aussi, c'était pour nous cohérent. Et notre dernier point de contact qu'on se disait, on espère que les gens vont l'embrasser, c'était ceux justement qui sont là depuis 1999. Et eux aussi ont sauté dans l'aventure en embrassant cette nouvelle marque-là, puis en comprenant, dans le fond, ce qui nous a menés à changer de nom. Bien, félicitations. C'est pas évident de faire des changements de marque. C'était tout un vertige, mais on est très... Puis c'est comme si ça a drivé aussi toute l'équipe, nos partenaires, nos collègues, tout ça. Tout le monde s'est comme rivé sur le même objectif, tu sais. Wow! Bien, félicitations. Ouais. Merci, Elvie. On va revenir au festival un peu. Tu as parlé de Mad Shop. Oui. Qu'est-ce que c'est, Mad Shop? Oui, ça, c'est le nouveau, le bébé de la famille qui arrive, mais qui est rempli d'ambition. Donc, le Mad Shop, dans le fond, on lance le communiqué aujourd'hui, en ce 16 août, c'est ça? 2023. Et ça va être lancé officiellement auprès du public, dans le fond, dans le cadre du festival. Okay. Le Mad Shop, c'est quoi? C'est une place de marché en dropshipping qui rassemble plus d'une centaine d'entreprises locales en mode, design, accessoires, beauté. Mais sa façon de le présenter au public, elle est vraiment basée sur le contenu. On s'est rendu compte dans le cadre du festival que quand on faisait un défilé, 73% des gens voulaient acheter ce qu'ils voyaient. Ils devenaient excités, ils avaient envie de se procurer ce qu'ils voyaient. On les inspirait. Mais on les perdait, ils partaient à la maison. C'était très difficile d'établir le lien entre le visiteur puis l'achat. Donc, il fallait créer un pont entre les deux. Donc, depuis 10 ans qu'on rêvait de ça, mais là, la technologie est vraiment à point. Donc, quand on regarde un show au festival, on va maintenant pouvoir acheter. À l'année, quand on va faire du contenu, on va inspirer les gens. On fait du mix and match, qu'on dit, c'est un terme anglophone, là, de différents créateurs québécois. On propose des styles, on inspire, puis les gens peuvent acheter. On pourrait faire une entrevue avec Jay du Temple qui interview comme ça, Loud, sur ses dernières tournées, etc., et ses collaborations en mode. Puis au fur et à mesure du podcast, les looks, ils vont sortir, puis les gens vont pouvoir les acheter.
Et c'est de rassembler tout le monde dans un même lieu aussi, parce que les designers, c'est un défi là, de parler fort, chacun de leur côté. Là, de les rassembler tous ensemble puis de porter la même voix peut mener vraiment à de grandes choses. Donc, c'est l'ambition. Ben, tu m'as montré tantôt la version qui va être lancée officiellement. Oui. C'est incroyable. C'est un travail colossal. C'est un travail de combien de temps faire Mad Shop? Bien, ça fait 1 an, je te dirais, que tout le back-end est en travail, puis qu'on a intégré aussi plus de 100 entreprises, qu'on a créé le contenu, qu'on est aussi en train de préparer le défilé de la semaine prochaine. Puis il faut mentionner que les Produits du Québec sont partenaires avec nous de façon très proactive, parce que ça, c'était une autre préoccupation pour nous. Le public, la nouvelle génération, veulent savoir d'où vient le produit. Ils sont de plus en plus sensibles, sont de plus en plus axés sur les valeurs de développement durable, de circularité, tu sais, cette jeunesse-là, là. Donc, pour nous, de collaborer avec les Produits du Québec, c'était complètement naturel, parce que vous mettez le saut, dans le fond, qui vient vraiment dire au consommateur, regarde, le produit, là, il est passé à travers une série de questions qui vient vraiment lui donner cette crédibilité-là au niveau de sa provenance. Puis ça, pour nous, c'est vraiment important d'être transparent avec le consommateur. Bien, je te remercie parce que c'est une super belle collaboration pour nous aussi. Ouais. Tu parles de consommateur, puis ça m'interpelle parce que on le voit, tu sais, le consommateur est plus informé, plus sensibilisé, veut plus connaître effectivement la traçabilité. Est-ce que tu as l'impression que ça se traduit toujours dans les gestes d'achat ou c'est « je déclare que j'ai envie de savoir, je veux ça, mais dans mon achat, je suis un petit peu plus flexible ». Oui. Bien, écoute, c'est sûr que on se bat contre l'ultra fast fashion, qui est le sujet du jour, qui est des entreprises, j'ai même pas envie de les nommer pour pas faire de la promotion, mais donc c'est sûr que ces jeunes-là font face à leur portefeuille versus leurs valeurs. L'idée en arrière du Mad Shop, c'est de rendre le produit tout aussi attrayant que ces entreprises-là en ultra fast fashion le rendent. Parce que c'est sûr que si on est dans un monde d'images, dans un monde de perception, alors pour nous, c'est important que ces produits-là locaux qu'on met de l'avant soient vraiment tentants, puis qui démontrent qu'ils sont tout aussi hot et cool que ce que l'ultra fashion peut proposer. Ça, c'est la première étape pour aller les chercher. Ouais. La deuxième étape, c'est sûr que c'est le prix. Bien, en fait, le prix vient toujours en premier, mais en ce qui nous concerne, on a vraiment une préoccupation par rapport au prix des produits. Donc, le Mad Shop a un prix moyen actuellement de 60 $ par morceau. En général, la plateforme, si je regarde le prix moyen, on est dans du 60 $. Vêtements ou vêtements accessoires? Vêtements, accessoires, produits, lifestyle et tout ça. Donc, on va aussi dans la chandelle ou les objets de design qui sont plus petits, tout ça. Et c'était très important pour nous de donner ce signal-là, que c'est pas parce que c'est local que c'est cher. Alors, c'est pour ça qu'on a d'abord concentré aussi notre façon d'aller puiser les produits, parce qu'on les a sélectionnés en portant une attention vraiment importante sur le prix. OK. Pour pas que le premier contact qu'on va avoir avec le consommateur fasse comme « c'est beaucoup trop cher ». C'est inaccessible. C'est inaccessible, c'est pas démocratique. Alors ça, c'était dans nos préoccupations. Maintenant, est-ce qu'il y a des produits une robe à 500 $, 1000 $ sur le marché québécois? Oui. Est-ce qu'il y a des robes à 75 $? Oui. Alors, c'est d'essayer de se positionner et de renforcer la valeur, les valeurs de ces jeunes-là, tout en ayant un prix qui est convenable et acceptable. Pour moi, c'est la première étape pour aller les chercher leur attention, puis alimenter leurs valeurs, puis essayer de faire gagner leurs valeurs sur peut-être un investissement un petit peu plus grand, mais t'achètes, tu sais d'où ça vient,
Tu peux même rencontrer le créateur Ouais. puis lui serrer la main. Et puis, tu sais que tu t'amènes dans ton économie locale. Moi, j'ai toujours dit, acheter, c'est voter. Là. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je le répète souvent parce que j'ai été élevée comme ça. Puis, si on veut continuer à avoir des écoles puis des soins adéquats, bien, il faut qu'on rentre de l'argent dans notre économie, là. Fait que tu vas peut-être attendre 48 heures de plus pour recevoir ta belle robe, mais tu sais que tu vas toi-même pouvoir continuer à avoir des soins et des services parce qu'à quelque part, les taxes, il faut qu'ils rentrent. Tu as abordé un petit peu la question des designers. L'industrie de la mode a vraiment changé. Dans les dernières années, tu es probablement très témoin de ces changements-là. C'est quoi les principaux défis auxquels font face les designers québécois actuellement? Écoute, il y en a énormément, c'est sûr. Puis, tu sais, il y en a, tu sais, notre intégration en 99 dans ce secteur-là nous a permis de saisir, je peux te confirmer aujourd'hui que les défis évoluent constamment. Ils sont constamment là, puis c'est des défis souvent énormes pour des créateurs, des designers, tu sais. À l'époque, il y a eu l'ouverture des quotas, c'était majeur, tu sais. Après ça, il y a eu l'arrivée des médias sociaux puis des sites transactionnels. Après ça, tu sais, c'est sans arrêt. La pandémie, évidemment, qui a été un défi pour tout le monde, qui, pour eux, dans le fond, ils sont tellement agiles, ils se sont vite retournés pour trouver des opportunités, tu sais, puis essayer de faire en sorte de ne pas perdre leur entreprise. Et le soulèvement local, d'achat local, est venu les soutenir aussi. Fait que ça, c'est vraiment positif. Le défi actuel, c'est vraiment l'ultra fast fashion. Ouais. Ça, c'est majeur. Écoute, quand tu peux acheter quelque chose à 9,99 qui arrive chez vous le lendemain, qui est trendy, qui a la tendance, comment tu veux combattre ça, tu sais? Après ça, comment tu veux combattre aussi le bruit que font ces entreprises-là d'un point de vue promotionnel, qui investissent des milliards probablement, pour le moins des millions en promotion. Qui ont des belles images de marque. Souvent. Qui ont des images de marque complètement actuelles, des tendances. Donc, ça fait toute une panoplie. Alors, comment faire c'est vraiment de pouvoir faire du bruit. C'est ça un des énormes défis. Il y a évidemment l'approvisionnement, parce que là, ils demandent des petites quantités au niveau des matières, tout ça. Fait que c'est sûr qu'ils passent complètement en dernier sur l'approvisionnement. Les ressources humaines, parce que, tu sais, c'est pas des grandes entreprises, là, fait qu'ils n'ont pas des salaires compétitifs toujours à offrir, des défis de main-d'œuvre en termes de savoir-faire. C'est rempli de défis. Puis tu dois être, je sais pas, mais je suppose, on doit être dans une industrie aussi que peut-être, toi, tu es assez connecté avec, entre autres, tes collèges de la salle où il y a des formations et tout ça. Oui. Est-ce que c'est une profession qui est encore en demande autant, la mode, ou tu sais, c'est en déclin? Comment on se positionne pour la relève? Bien, c'est sûr que le collège de la salle pourrait mieux répondre que moi au niveau des cohortes qu'ils ont, mais il me semble que dans un échange, j'ai compris qu'il y a encore énormément d'intérêt, là, même du côté de Marie-Victorin. Là, les jeunes, tu sais, c'est sûr, ça brille, la mode, là. On réalise peut-être pas tout ce qu'il y a dans le bureau en arrière puis dans l'atelier, mais ça brille beaucoup, tu sais, donc ça fait rêver. Il y a beaucoup de jeunes qui aspirent. Donc, c'est sûr qu'à leur sortie, c'est là où est-ce qu'il y a parfois peut-être un certain chaînon manquant là, pour accompagner ces jeunes-là qui sont pour plusieurs des entrepreneurs. Tu sais, il y en a qui sont pris en entreprise, puis ça, c'est fantastique. Puis il y en a d'autres qui veulent carrément partir leur entreprise. Donc ça, nous, on jette un œil là-dessus en ce moment, là, pour pouvoir éventuellement les accompagner dans cette lancée-là vers l'entrepreneuriat. Mais il y a encore un intérêt, il y a encore un... Absolument. Puis nous, on en voit beaucoup naître. On en voit quelques-unes fermées aussi. La semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Tu sais, à un moment donné, il y en a qui portent tous les chapeaux. Le marketing, la création, la coupe, tout. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est lourd à porter. Et c'est là où est-ce que
C'est très, très, très important, le soutien du consommateur pour nos entreprises. C'est ça qui vient faire la réelle différence parce que, je veux dire, à un moment donné, si les gens ne consomment pas ce qui leur est proposé, bien, les entreprises peuvent pas tenir la route. Là. Fait que c'est encore plus intéressant dans ce contexte-là d'avoir la Mad Shop, qui est une place de marché qui est justement pour mettre en valeur ces artisans-là qui n'ont pas les moyens de travailler leur marque de façon publicitaire aussi forte. Fait que je trouve ça vraiment louable. Là. C'est vraiment une belle initiative. J'ai envie de t'entendre sur... On le sait que la mode, c'est pas nécessairement une industrie, je prends l'industrie dans son ensemble, bonne pour l'environnement. C'est quand même une industrie polluante. On parle de fibres qui sont faites à base de pétrole, on parle de fast fashion, donc de surconsommation. Puis on est rendu dans le ultra fast fashion. Ça veut dire quoi la différence entre fast fashion et pas fast fashion? Écoute, il y a des... Puis encore là, j'ai pas envie de la nommer, mais tu sais, il y a une entreprise, dans le fond, que leur mission, c'est de changer le modèle d'affaires du commerce de détail mondial. OK. Rien de moins. OK. Donc, il y a eu l'acquisition de réseaux de distribution et de réseaux de production d'Asie. OK. Sous un même et seul chapeau. OK. Donc, c'est un géant qu'on a rarement vu avec une performance marketing donc, on parle surréelle. Surproduction de modèles. Bon, OK. Mais c'est une industrie qui est relativement polluante. Ouais. Fait que les créateurs d'ici ont quand même à faire des... C'est sûr qu'ils le créent ici, mais ont quand même des choix de production à faire. Puis la production ici, la production de quantité est difficile. À ma connaissance, il n'y a pas de grandes usines où il n'y a pas de... Est-ce que la production est encore beaucoup localisée à l'extérieur du Québec? Bien, en fait, il y a plein de réponses dans ta question, fait que je vais essayer d'être concise. Mais l'ouverture des quotas que j'ai mentionné tantôt, ce que ça a fait, dans le fond, c'est que justement, toute la production est partie vers... Pas toute, mais une énorme partie de la production est partie du Québec vers l'Asie. Ce qui fait en sorte que les usines se sont vidées du savoir-faire qui était existant depuis des générations. On a toute une tante, un oncle, une grand-mère qui faisait partie de ces entreprises-là, tu sais, à titre de couturière ou autre. Donc ça, c'était un moment très triste dans l'histoire, mais aussi, il y avait beaucoup de pression parce que c'était cher de produire, c'était plus cher de produire localement. Donc, pour être compétitif sur le marché, il y a eu comme un « j'ai pas le choix », là, tu sais, de faire produire ailleurs. Donc, ça a été le premier écoulement là, sanguin. Puis l'autre point qui m'échappait, là, qui me revient, c'est la fibre. Oui. Ça, c'est tellement le fun parce qu'en ce moment, il y a une chercheure à l'UQAM qui s'appelle Marie-Ève Fost, que je salue, qui s'est posé la question, attends une minute, comment ça qu'on n'utilise pas de la fibre au Québec? Parce qu'on peut faire de la fibre avec tout. Donc là, elle a fait une tournée des agriculteurs au Québec, des fermes, tout ça, parce qu'elle a envie vraiment d'aller chercher les réponses par rapport à comment ça se fait qu'on n'utilise pas notre fibre, puis qu'on a autant d'agriculteurs puis de terres au Québec, tu sais. Est-ce que le blé pourrait être utilisé? Est-ce que la laine de nos moutons? Parce qu'il y a comme un préjugé qui dit... Oui, mais cette fibre-là n'est pas bonne. C'est comme, on ne sait même pas d'où ça vient, ce préjugé-là. D'ailleurs, elle donne une conférence dans le cadre du festival la semaine prochaine sur ses démarches. Okay. Elle va nous partager, dans le fond, le fruit de ses démarches, puis le fruit aussi du futur qu'elle aimerait éventuellement tranquillement développer pour que notre fibre devienne utilisée. Écoute, on plante du blé, du maïs, il y a certainement de la fibre ou du chanvre. Tu sais, on en le chanvre. Quantité suffisante, tu penses? À voir. Okay. Ça, c'est vraiment son boulot à elle, mais vous devriez. Vraiment, ça me ferait plaisir de vous mettre en contact. Mais franchement, c'est une belle réflexion parce que si éventuellement la fibre peut venir d'ici, peut-être ça va répondre à beaucoup de défis d'approvisionnement.
Actuellement, tu sais, nous, ce qu'on voit au Produit du Québec, c'est qu'on a 3 marques de certification. On a produit, fabriqué, conçu. Ouais. Produit, c'est la marque où on regarde les intrants, tu sais, pour qu'ils soient québécois. Fabriqué, on est dans le processus de transformation, puis conçu, on est dans la conception. Puis ce qu'on voit beaucoup dans l'industrie de la mode, c'est qu'il y a beaucoup de conception et de fabrication, mais c'est difficile dans la production parce que dès qu'on a un volume, il faut passer à l'extérieur. Fait que, moi, je suis contente d'entendre qu'il y a des discussions pour peut-être ramener cette industrie-là. Je ne sais pas si des modèles coopératifs seraient envisageables, j'ai aucune idée, mais clairement, c'est quelque chose qui se voit là, dans même les entreprises adhérentes là, au niveau de la production, c'est pas possible. C'est sûr. Puis je pense qu'il y a une opportunité pour Montréal parce qu'on produisait aussi pour les États-Unis de façon très active. Là. Des marques comme Michael Kors se faisaient produire ici, etc. Donc, je pense qu'il y a certainement une opportunité pour nous, mais à voir si ça va se faire. Dans les opportunités de consommer plus responsable, il y a aussi la consommation de seconde main, qu'on dit. Puis je sais que toi, tu es très impliquée, entre autres, dans le Chaînon depuis 10 ans, si je ne me trompe pas, ou à peu près. Puis je pense que tu as même initié un événement en ce sens. J'aimerais ça que tu en parles un peu de cet événement-là qui allie un peu cette consommation responsable-là puis une cause comme le Chaînon. Absolument. Bien, en fait, étant sur le conseil d'administration, en fait, du Chaînon que je présidais, puis j'étais avec 2 collègues qui étaient plus issus des communications, puis aussi de l'événementiel, Isabelle et Audi. Il y a eu une idée qui s'est tramée, puis ça fait 7 ans, donc c'était quand même assez, je dirais, à l'avant-garde. Là, on était beaucoup moins dans ça à ce moment-là. On s'est dit, on a tout un réseau de femmes qui ont des garde-robes phénoménaux, puis qui se retrouvent au printemps ou à l'automne à faire le ménage du garde-robe et où s'en vont tous ces beaux articles. Donc, on s'est dit, ça serait fantastique d'aller chercher ces vêtements-là ou ces accessoires-là auprès d'une communauté de femmes et d'hommes et de le mettre à la revente et que tout l'argent qui est cumulé pour ça aille à la maison d'hébergement du Chaînon. Donc, ça devient vraiment un style de vie presque, là, tu sais, c'est de dire comment on peut donner au suivant à travers la mode. Exact. Donc, on a lancé Relux. Relux, alors c'est un événement qui se passe une fois par année où est-ce qu'on invite, justement, on récolte à peu près 3000 pièces de vêtements et accessoires. Fait que c'est des donateurs qui nous amènent des poches, des sacs à vidange, des boîtes, des valises qu'on ouvre une à une. Fait qu'on a toute une gang qui travaille bénévolement là-dessus avec nous. Et on ouvre tout ça, on les met sur des beaux racks, on les rend beaux pour la revente. Puis l'événement shopping a lieu donc une fois par année. Puis on récolte en moyenne entre 20 et 30 000 $ dans le cadre de cet événement-là qu'on remet à la maison d'hébergement du Chaînon pour aider les femmes. Fait que, puis qu'on améliore la consommation responsable en même temps. Exactement. Non, c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde, là. Puis là, le Chaînon, dans le fond, ils ont aussi un magasin qui est sur Saint-Laurent. Et eux, dans le fond, font aussi de la revente de vêtements, accessoires, même de meubles qui sont donnés par les gens, par le public. OK. Et donc, leur mission continue à se faire là, à travers le temps. Parce que le magasin, dans le fond, c'est la principale source de financement pour la maison d'hébergement des femmes du Chaînon. Donc, plus on achète là, plus on va acheter des vêtements, plus on offre des repas, des pantoufles, des soins, du soutien aux femmes en difficulté. Fait que le prochain événement, il est quand? Ben là, on vient d'en finir un. Fait que, donc, le prochain, il est quand? Ben, le prochain, généralement, là, tu sais, c'est de retour à chaque année, là. Et là, le magasin déménage. Fait qu'on va voir, le Chaînon a vraiment le vent dans les voiles en ce moment, puis il ouvre un nouveau magasin. Donc, tu sais, nous, dans le fond, l'idée, c'est de faire valoir le magasin, la cause, puis peut-être, qui sait qu'éventuellement, le magasin va prendre le relais aussi, puis que les gens vont avoir l'habitude, pas juste une fois par année, mais à l'année, d'aller s'approvisionner, s'acheter des super trucs vintage au Chaînon.
Super! Ouais. Bien, félicitations pour ça aussi. Dans le fond, je reviendrai un petit peu sur le festival, parce que le festival, bon, je sais que ça ne sera pas diffusé avant le festival, mais il est la semaine prochaine, ça t'occupe énormément, donc tu coupes sur tes heures de sommeil pour venir nous voir aujourd'hui. Peux-tu, parce que après 25 ans, c'est parce qu'il doit y avoir quelque chose d'assez exceptionnel là, qui maintient cet événement-là. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu sommairement. Écoute, vraiment, là, moi, tous les jours, ma raison la plus, disons, motivante de me réveiller, c'est vraiment les gens. J'adore les gens. Puis le public, depuis le jour 1, est celui qui nous a portés jusqu'à aujourd'hui et qui nous a nourris, qui nous a challengés, qui nous en a demandé plus. Puis, donc, c'est vraiment une conversation entre la mode, les artistes et le public. Il est toujours au rendez-vous. Les gens se mettent beaux, ils s'expriment, tu sais, ils viennent, ils sont ouverts, ils ont envie de découvrir, ils veulent apprendre, tout ça. Alors moi, tous les jours, j'ai envie de leur en mettre plein la vue, de pouvoir les inspirer, les stimuler, tout ça. Puis par le fait même, on est porteur d'une industrie, d'un secteur créatif, de gens qui ont plein de choses aussi à dire, à partager, tout ça. Puis c'est vraiment ça qui nous porte, puis qui porte toute l'équipe au quotidien. C'est cette conversation-là entre la création et le public, qui est aussi consommateur, dans le fond, tu sais, puis qu'on veut aussi amener à avoir une sensibilité par rapport à l'émergence, par rapport aux produits locaux, par rapport, tu sais, ils ont vraiment grandi avec nous. As-tu un défi particulier cette année par rapport peut-être au changement de marque? C'est sûr que le changement de nom, pour nous, tu sais, on a hâte de voir comment le public va réagir. Puis aussi, il y a une promesse qui vient avec ça. Fait que, mais écoute, la programmation, elle est extrêmement riche, extrêmement diversifiée. Tu sais, on a une grande présence de la communauté LGBTQ+. On a une grande participation de tout ce qui est urbain, on est très inclusif. Tu sais pourquoi, Elfie? Parce que depuis 23 ans maintenant, quand on a cherché le talent, on a trouvé la diversité. C'est pas compliqué, là. Tu sais, on n'a pas essayé de la créer, la diversité, là. On a cherché le talent, puis la diversité est arrivée, là, à porte battante, tu sais. Fait que... Et c'est ça qui fait aussi que je pense que le public se sent aussi à l'aise et aussi ouvert. C'est qu'il y en a pour tous, pour tous les goûts, puis on apprend là-dedans aussi à s'ouvrir, à accueillir, à comprendre, à connaître. Fait que pour les défis, ben tu sais, le défi, c'est le pied carré disponible à la place des festivals. Parce que, tu sais, par exemple, au niveau des pop-up, on a eu 175 candidatures. Les pop-up, ça, c'est des activations dans le fond. C'est un village où est-ce qu'il y a plein de créateurs indépendants qui sont à la rencontre des consommateurs puis qui leur offrent leurs produits puis qui les fait découvrir, tout ça. On a 60 places, tu sais, on avait 175, je pense, candidatures. Donc, il a fallu sélectionner. Tu sais, ça, c'est arrache-cœur pour nous, là, c'est sûr. Mais il y a le match-up. Fait qu'on a dit, on va aller chercher. Donc, puis le défi le plus grand sur lequel on n'a aucun contrôle, ben c'est Dame Nature. Ça, c'est sûr qu'à chaque année, c'est un grand défi. Mais je me dis, il y a tellement de positifs dans tout ça. Tout le monde met tellement du sien que généralement, ça amène des beaux soleils. Bien, on va le souhaiter. On attend toujours 1/2 million de personnes, à peu près? Exact. Je ne me trompe pas, c'est quand même pas... Oui, ça, c'est quelque chose. Quand tu prépares un party, puis que là, tu dis, OK, tout est prêt, tu ouvres la porte, puis il y a 1/2 million de personnes qui s'en viennent, là. C'est ça le vibe. Wow! C'est incroyable. Fait qu'on va pouvoir... Nous, on a une première collaboration avec vous. On va avoir les produits du Québec qui vont être là. On va faire partie d'un défilé. Fait absolument. On est super excités de ça. Oui. Puis le défilé, il est vraiment à l'avant-garde, là. Hein? On est super heureux que vous soyez complices là-dedans. Chaque fois qu'il va y avoir une sortie, les gens vont pouvoir, sur leur téléphone, voir qu'est-ce que c'est le look. C'est vraiment justement de pouvoir voir est-ce que c'est un produit du Québec et puis de pouvoir soit acheter en temps réel ou faire un cœur pour pouvoir y revenir. Mais ce dont je te parlais tantôt, là, qu'il y a des coups de cœur puis qu'après ça, on perdait les gens,
là, il y a la transition qui est possible. Incroyable. Fait que ça va être vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte. Puis les gens qui sont à Sherbrooke, à Québec, tout ça, je ne sais pas c'est quand la diffusion du podcast, mais on va le laisser quand même disponible sur le Mad Shop pendant un moment. Donc, ces gens-là vont pouvoir aussi le regarder en temps réel puis être avec nous au festival pendant la diffusion ou pendant l'automne. Là, on va le laisser là un petit moment. Fait que, mais merci à vous, en tout cas, de cette belle collaboration-là parce que ça amène toute une crédibilité, une pertinence au niveau des produits. Tu sais, vous amenez vraiment une plus-value phénoménale pour la curiosité puis la transparence. Moi, je voulais couvrir ces sujets-là avec toi aujourd'hui. Avant, il y a 2 choses que je veux faire. Premièrement, on a un petit bloc de fin, tu sais, on commence notre podcast parce qu'on a quelques petites questions ludiques que je veux faire avec toi. Mais avant ça, je veux savoir si toi, tu aurais une question pour moi. Peu importe celle que tu veux, tu me poses ce qui te vient en tête. Bien, je suis très curieuse, en fait, Elfie, de savoir qu'est-ce qui t'a amené à te poser cette question et y répondre, c'est-à-dire le besoin d'identifier, d'authentifier les produits du Québec. Bien, en fait, tu sais, moi, je peux pas prendre le crédit de l'idée de produits du Québec parce que quand moi, je suis arrivée, même si c'est avant le lancement officiel, tu sais, c'était déjà quand même décidé. Fait que je prendrai pas le crédit de ça. Je vais prendre le crédit de l'avoir mis au monde puis de l'avoir poussé jusqu'à aujourd'hui, du moins. Fait que moi, c'est sûr que quand j'ai eu cette opportunité-là de prendre la direction des produits du Québec, pour moi, la mission me parlait. T'sais, pour moi, je suis une consommatrice avant tout. Tu es une consommatrice avant tout. Absolument. Je suis en magasin puis j'essaie de faire des bons choix selon mes valeurs. Fait que je suis sensibilisée au fait que je le sais qu'il y a des logos fleur-de-lysée puis je suis pas certaine que c'est vrai. T'sais, on les a tous entendus, les histoires qui touchent souvent la mode d'ailleurs. Oui, entre autres. Ça m'interpelle un peu. Fait qu'à la base, j'étais très sensibilisée puis les discussions que j'avais à même mes amis dans les fameux soupers d'amis, c'est quoi un produit local? On s'entend jamais. Ah ben oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas la même définition. Absolument. Fait que là, on me donnait l'occasion d'aller lancer une organisation qui avait des définitions claires pour 3 catégories que, oui, tu peux avoir un certain désaccord, mais c'est clair. Exact. C'est clair. Fait que tu arrives avec un modèle clair, des définitions claires, puis tu veux parler aux consommateurs comme ça. Fait que moi, je suis une personne du marketing. J'ai 20 ans derrière la cravate en marketing ou à peu près. Fait que pour moi, c'était comme un cadeau. Fait que j'ai pris cette idée-là qui n'est pas la mienne, mais qui, pour moi, en termes de dirigeante d'organisation et de consommatrice, fait plus que du sens. Puis de dire, bien, tu sais, ça vient cadrer ce qui est autoproclamation aussi. Dire, bien, nous, on offre un cadre, on le vérifie, puis on offre une impartialité derrière ça. Absolument. Moi, je te dis si tu te conformes ou pas à mes définitions. Donc, tu sais, moi, ce que je veux, au bout du compte, c'est qu'on réussisse à dire tout ça aux consommateurs puis qu'ils puissent le comprendre aussi pour l'aider à faire des choix qui sont des choix qui rejoignent ses valeurs aussi. C'est fantastique. Nous, on était très heureux de voir ça apparaître aussi. Bon. Parce que comment tracer la ligne? Exact. Et là, le cadre est clair. Exact. Mais j'ai toujours vu ta passion, fait que c'est pour ça que je posais la question, parce que t'es une personne fantastique pour le partager puis le faire valoir. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est dit. Fait que là, on va passer à notre petit bloc ludique. Okay. Fait que on va piger des petites questions. Tu vas les piger. Si tu l'aimes pas, ben change. OK. C'est pas grave. OK. C'est bon joueur, ça, c'est bon le fun. joueur, mais c'est pas, il n'y a pas de piège là-dedans. C'est vraiment juste pour le plaisir. On appelle ça question locale. OK. Je suis prête. Oui, vas-y. Ça ou ça? Smoke meat ou bagel? Bagel. Bagel? Définitivement. Les bagels de Montréal. Oui, bien sûr. Parce okay. que moi, en fait, je me rends souvent avec mon garçon dans le Myland pour aller chercher the bagel. Oui, c'est impressionnant quand même. Écoute, ça sent tellement bon. Ouais. Et puis, je suis une grande fan avec fromage à la crème et saumon fumé. Là. Préparez-vous, Chantal, viens chercher sa douzaine. OK. Votre rue préférée pour magasiner? Ça bouge tellement. Bien, je trouve que c'est une bonne question. Ça bouge vraiment, tu sais. C'est sûr que j'aime... En fait, je suis très, très concernée par le local, par l'économie locale. Comme je disais tantôt, là, mon père m'a élevé, c'est un détaillant, toute ma vie, il m'a dit
achète local, achète local, achète local. Puis c'était dans les années 70, là. Quand même. Oui. Et donc, sur Saint-Laurent, c'est vraiment là que je trouve mon compte. OK. Oui. Puis je magasine à la marche. Fait que, bien, encore, c'est bien quand même. Puis je suis aussi beaucoup dans les fripes. Fait que c'est sûr que je suis assez ravie sur Saint-Laurent pour trouver ce que je cherche. Il faudrait juste franciser un petit peu le Mainland. Oui, bien ça sera un sujet d'un autre podcast. Oui, d'accord. Qui est votre idole de l'entrepreneuriat québécois? L'entrepreneuriat québécois, c'est une bonne question, ça. Écoute, mon père. Ouais? Ouais. Parle-moi-en un peu. Mon père, il nous a toutes mis dans sa voiture quand il avait 50 ans. On était dans les cantons de l'Est. On est déménagé dans l'Outaouais pour ouvrir, à l'époque, en 1974, un commerce de couvre-plancher. Ben voyons. Parce que dans le temps, le tapis, c'était la grosse affaire, tu sais. Et il était totalement pas dans le commerce de détail. Il travaillait dans une compagnie d'assurance. Et il a acheté un restant de stock de tapis qu'il a mis dans un garage qu'il a loué. Puis il est parti de là et il a créé un empire dans l'Outaouais. C'est-à-dire qu'il a bâti 3 points de vente. Il était connu par tout le monde. Il faisait des annonces dans le temps qui étaient considérées quétaines, mais mon père s'assumait complètement parce qu'il disait toujours en bien ou en mal tant qu'on en parle. Okay. Et dans le fond, toute ma connaissance et ma curiosité, tant au niveau du local, mais aussi de tout le commerce de détail, bien, c'est lui qui me l'a inculqué. Il me traînait partout, dans tous ses lunchs d'affaires, dans toutes ces... Tu sais, c'était l'époque, là, on allait dîner, ça s'étirait. Puis moi, j'entendais tout ça, là, j'absorbais tout ça. Puis je l'ai vu faire grandir ça et finalement le vendre à mon frère. Puis que finalement, mon frère ait continué à la faire grandir, cette entreprise-là, autrement, avec cette nouvelle génération. Et maintenant, c'est rendu dans les mains de 2 autres entrepreneurs en dehors de la famille et ça grandit encore. Fait que ça existe toujours? Ça existe toujours. Fait que pour moi, c'est vraiment mon héros. Ça a été vraiment ma grande inspiration. Wow! Bien, on voit d'où vient ta fougue, ton audace, ça vient peut-être un peu de ton... Entre autres, je donne pas tout le crédit. Ah, ma mère était bien là, bien là. Oui, c'est vrai. Mais c'était une autre génération, fait que ça se passe autrement. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Hey, merci beaucoup, Chantal, d'être venue à notre podcast aujourd'hui. Bien, merci de l'invitation. C'était super le fun, Elfie, puis anytime. Bien, parfait. Puis bon repos avant le grand événement. Repos, non, mais c'est ça, ça va nous faire plaisir, en fait, de recevoir tout le monde. Puis ceux qui n'ont pas pu venir, on les invite quand même à aller sur madshop.com, puis d'aller constater les beaux produits du Québec qu'on a. Et continuons à convaincre nos entreprises de s'inscrire à titre de produits du Québec, mais aussi convainquons ensemble le consommateur que acheter, c'est voter. On a tout ce qu'il faut ici. Il faut mettre peut-être un petit peu plus d'argent, mais même pas toujours. Bien, c'est parce qu'il y a une question qu'on a moins abordée, mais c'est la consommation. Si ton produit est plus durable, exact. Bien, il y a une notion de peut-être que tu investis mieux, tu achètes mieux. Absolument. Puis dans le contexte de la mode, les idées sont tellement belles de ce qui se fait ici aussi. Là, exact. Donc, le produit est différent en plus. Exact. Fait que tu parais bien sur les réseaux sociaux avec ça. Hein? Merci, Chantal. Merci, Elfie.